Hola y bienvenidos sur ma chaîne Conteuse de plumes. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous conter une plume, mais je vais vous conter un pinceau. Un pinceau flamboyant, un pinceau qui, à l'instar d'une plume, s'est livré à un exercice autobiographique, un véritable récit de soi sublimé, par le biais de 55 autoportraits qui sont autant d'œuvres en fait, qui auraient pu être écrites avec des mots, mais qui le sont avec des couleurs et des pinceaux. Un pinceau qui s'est donc totalement livré et mis à nu, nous montrant ses souffrances physiques, nous montrant ses passions, ses amours, ses amitiés, son histoire, sa généalogie, tout en se cachant sous une tenue de tejuana qui en fait une icône, un véritable objet d'art en elle-même et qui la protège de montrer sa véritable intériorité. Un pinceau féminin donc, et un pinceau qui est à l'image de son pays. Un pays plein de paradoxes, un pays où il y a une joie folle mêlée à une espèce de mélancolie, où l'espoir se mêle au désespoir, où la joie de vivre se mêle à la célébration de la mort, où la mort même que l'on côtoie devient une amie. Ces calaveras, c'est à qui l'on donne des petits noms, alors des petits noms parfois amicaux, parfois moins, comme la Catrina, la Pelona, la Chingada, ou alors, comme elle le nommait, la tía de las muchachas. Ce pinceau, cette femme mexicaine, vous l'aurez déjà reconnue, cette femme mexicaine est aussi une femme tout en paradoxe. Elle était à la fois authentique, passionnée, vraie avec son franc-parler, mais elle pouvait écrire des lettres d'amour sublimes et employer des jurons, et jurer, on va dire, comme un charretier. Alors, vous le savez, il s'agit de vous présenter le pinceau, mais surtout la plume de Frida Kahlo. Alors, Frida Kahlo est née en 1907 dans la banlieue au sud-ouest de Mexico, à Coyoacán, dans la Maison Bleue qui a été construite par son père et dans laquelle d'ailleurs elle mourra. Elle aura passé toute sa vie dans cette Maison Bleue, même si évidemment entre les deux, elle a parcouru un peu le monde. Alors, son père, Willem, est d'origine allemande. Il est arrivé de Baden-Baden en 1891. Il est photographe. Et sa mère, Mathilde, est mexicaine, issue d'une famille de généraux espagnols et d'ascendance amérindienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant la naissance de Frida Kahlo, donc en 1907, même si Frida Kahlo aimait bien faire coïncider sa date de naissance avec la Révolution mexicaine, donc elle disait qu'elle était née en 1910, néanmoins elle était née en 1907, et juste avant sa naissance, sa mère Mathilde avait perdu un fils. Et ce drame va vraiment venir gréver en fait la vie de sa mère qui va sombrer dans une sorte de dépression, mais surtout la vie de Frida qui va tout faire pour être le petit garçon manqué de la famille. Néanmoins, ses sœurs, assez nombreuses, mais l'une de ses sœurs aura la bonne idée, la trouvant un peu différente, de lui dire qu'elle n'est pas la fille de ses parents, mais qu'elle a été trouvée dans une poubelle. Et Frida va se sentir très seule. Elle va s'inventer une amie imaginaire. Et cette amie imaginaire, eh bien, on peut imaginer nous-mêmes qu'il s'agit aussi de cette Frida que l'on donne à voir sur ces tableaux, son double avec qui elle va communiquer lorsqu'elle sera seule sur son lit. Et d'ailleurs, elle s'affuble elle-même de différents prénoms, de pseudonymes qu'elle utilise pour signer ses lettres, parce qu'elle va écrire énormément de courriers, étant alitée très souvent pour rester en communication avec le monde, et même lorsqu'elle sera aux États-Unis. Et donc, elle signera ses lettres de Frida en orthographe allemande ou espagnol, Friduccia, Fisita, Mara, différents noms pour différentes personnalités. Alors, Frida Kahlo, c'est aussi, on peut le dire, une femme très, très libre et très passionnée, qui va essayer de donner de l'amour et d'en recevoir. Frida Kahlo, c'est aussi une enfant de la Révolution mexicaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Révolution mexicaine, c'est une révolution culturelle qui veut mettre en avant le nationalisme mexicain, la valeur du peuple mexicain, ses racines amérindiennes, tout en voulant se marier avec un certain modernisme, mais surtout en restant en dehors de l'influence étrangère, pour ne pas la nommer, de l'influence états-unienne, et puisque d'ailleurs Frida Kahlo
appelé les États-Unis Gringoland. Alors pourquoi c'est une enfant de la Révolution? C'est parce qu'en fait, elle va être une des rares filles à intégrer la Preparatoria, cette université célèbre qui a formé beaucoup du renouveau culturel mexicain. Elle va être, ils sont 35 filles seulement sur 2000 étudiants, et elle va être une élève totalement excentrique, lutine, extravertie, tout à fait ouverte et joyeuse. Et voilà. Et en fait, elle va faire partie d'un groupe qui s'appelle les Cachuchas, si j'ai bonne mémoire, je vérifie bien, le groupe des Cachuchas, qui est un groupe d'étudiants extrêmement brillants, mais un peu chahuteur. Alors, il se balade avec des ânes dans les couloirs de l'université, il dépose des pots de bananes au pied des statues de l'ordre social et du progrès, si je m'abuse. Voilà, ils sont tous brillants, mais voilà, très chahuteurs, ils ne travaillent pas beaucoup. Et elle va tomber follement amoureuse d'un personnage charismatique de ce groupe de cachuchas qui s'appelle Alejandro Gómez Arias. Alors, ils vont même se fiancer, même si Alejandro Gómez Arias a d'autres prétendantes, ils vont se fiancer, il sera son premier amour jusqu'à ce fameux accident de 1925 qui va changer sa vie. En fait, Alejandro et elle rentraient de l'université pour se rendre à Coyoacán en bus. Elle sort du bus parce qu'elle a oublié son ombrelle, il remonte dans un autre bus et cet autre bus va être coupé en deux par l'arrivée d'un tram. Alors, par miracle, Alejandro va s'en sortir indemne, il va passer sous le bus, mais malheureusement, elle va se retrouver perforée, totalement traversée de la colonne vertébrale jusqu'au vagin par une barre de maintien, une barre en fer. C'est un drame, elle ne se rend pas bien compte encore, elle est jeune, elle souffre énormément, mais des conséquences sur toute sa vie de femme que cela va avoir, mais aussi des conséquences sur sa vie d'artiste, tout simplement. Le calvaire va commencer, elle va faire de multiples fausses couches, elle va subir 32 opérations de la colonne vertébrale, elle va avoir de multiples infections et on va finir par l'amputer de sa jambe droite jusqu'au niveau du genou. Donc une vie de souffrance extrême, où elle va vraiment souffrir dans sa chair. Mais c'est aussi à cette occasion que sa mère, en fait, va lui installer dès 1926 au-dessus de son lit un chevalet avec un miroir pour qu'elle puisse peindre. Et bien sûr, elle va commencer par se peindre. Au tout début, elle ne se considère pas vraiment comme une peintre, comme un artiste, mais elle va fréquenter celui qui deviendra donc son mari par 2 fois, le célèbre muraliste Diego Rivera, qui est bien sûr de quelques décennies son aîné, qui est un espèce d'ogre, immense, et même sa femme disait de lui qu'il ne s'était jamais lavé pendant tout leur mariage, enfin son ex-femme, et qui est d'une infidélité, mais totale. Donc en fait, elle va lui vouer une adoration, un amour, c'est vraiment son maître. Cet homme, pourtant qu'elle dit la face de grenouille, qui est très imposant, elle va le voir travailler et elle va le suivre partout. Et donc, ce Diego Rivera, qui est membre du Parti communiste, comme elle, elle est membre des Jeunesses communistes dès 1926, va abandonner la présidence du parti lorsqu'il va se rendre aux États-Unis. Enfin voilà, c'est un personnage vraiment haut en couleur, Diego Rivera. Et cela va l'en conduire évidemment à New York, à San Francisco. Et c'est lors d'une énième opération et d'une grande solitude, parce que finalement il n'est jamais là, qu'elle va se rendre compte qu'elle est peintre en fait, et qu'elle va multiplier ses œuvres. Elle va avoir énormément de succès. Elle va être exposée à Paris. Alors André Breton qu'elle va rencontrer enfin il était déjà venu au Mexique, mais André Breton va qualifier son art de surréaliste et elle dira mais non, il n'y a rien de surréaliste, c'est ma réalité. Frida Kahlo va être exposée à Paris, va être exposée aux États-Unis et va recevoir une véritable reconnaissance nationale, même au Mexique. Elle va même enseigner, elle aura ses élèves qu'on appellera les Fridos, les élèves de Frida. Et voilà, il y aura toute cette vie bouillonnante autour d'elle. Bon, alors avec bien sûr Diego Rivera, ça va être une relation tumultueuse, faite de séparation, de retrouvailles, de scènes de jalousie, d'infidélité, enfin, et des deux côtés par la suite. Donc c'est un peu, voilà, tout ça c'est très flamboyant, passionnée à la mexicaine. Frida Kahlo va succomber à l'âge de 47 ans dans sa maison bleue de Coyoacán. Évidemment, elle ne voudra pas être enterrée parce qu'elle ne veut pas être encore allongée. Elle a passé sa vie, la majeure partie de sa vie allongée.
Et donc elle sera incinérée et ses cendres sont aujourd'hui encore dans la Maison Bleue de Coyoacán, devenue, comme je vous le disais tout à l'heure, un musée, le musée Frida Kahlo. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi qu'avec cette tenue de Tijuana qu'elle a adoptée dès le mariage, le premier mariage avec Diego Rivera, eh bien, elle a fait d'elle-même, en fait, de ce corps complètement mutilé, un objet d'art. Elle l'a mué en une image qui est devenue, elle est devenue une icône, en fait. Et c'est vrai que les reproductions du visage de Frida Kahlo sont déjà des œuvres d'art à part entière. Alors, nous allons donc lire quelques extraits de ses correspondances dans un ouvrage qui s'appelle Frida Kahlo par Frida Kahlo, qui est en fait une recollection de ses lettres écrites entre 1922 et 1954 et qui sont traduites parce qu'elles sont très bien traduites. Donc là, il faut le dire, je vais vous dire ça tout de suite, par Cristina, si j'ai bonne mémoire, pardonnez ce cafouillage, par Cristina Vasero. Donc j'ai décidé de faire alors il y a énormément de correspondances, donc de vous lire quelques textes de correspondance amoureuse, alors qu'il s'agisse pour Diego Rivera, son mari, mais au tout début, il y a Alejandro Gómez Arias, évidemment, il y a Nicolas Meuret, qu'elle va rencontrer aux États-Unis, José Bartoli, et vous verrez qu'elle est toujours très passionnée, c'est vraiment assez magnifique. J'aimerais aussi vous lire quelques extraits qui montrent son amour et sa nostalgie du Mexique lorsqu'elle est loin de Coyoacán, mais aussi on va dire, son rejet des États-Unis et son aversion totale pour les surréalistes, dont André Breton. Et ça vaut quand même le coup, même si la langue est un peu musclée. Et nous verrons ensuite une lecture de ses poèmes, Ma nuit et Tu mérites un amour. Alors, voilà la lecture de quelques extraits d'une correspondance adressée à Alejandro, qu'elle appelait Alex, en date du 28 septembre 1926. D'accord, j'ai dit des tas de je t'aime. J'ai eu des rendez-vous et j'en ai embrassé certains. Mais dans le fond, je n'ai aimé que toi. Et le lendemain, le 29 septembre, pourquoi tu étudies autant? Quel secret cherches-tu? La vie te le révélera sans crier gare. Moi, je sais déjà tout, sans lire ni écrire. Il y a peu, quelques jours à peine, j'étais une petite fille qui marchait dans un monde de couleurs, de formes dures et tangibles. Tout n'était que mystère, tout cachait quelque chose. Déchiffrer, apprendre, c'était un jeu plaisant. Si tu savais comme il est terrible de tout savoir soudain, comme si un éclair avait illuminé la terre. À présent, j'habite une planète douloureuse, transparente, comme de la glace, mais qui ne cache rien. C'est comme si j'avais tout appris en quelques secondes, d'un seul coup. Mes amis, mes copines d'école sont devenues femmes petit à petit. Moi, j'ai vieilli en quelques instants. Aujourd'hui, tout est mot et lucide. Je sais qu'il n'y a rien derrière, sinon je le verrai. Donc elle n'a que 19 ans. C'est une très belle plume et d'une très belle maturité. Alors, une lettre que là, elle écrit à Nicolas Meuret en date du 31 mai 1931. Donc, on a fait un saut dans le temps et un saut d'amoureux. Nick, je t'aime comme un ange. Tu es un lys des vallées, mon amour. Je ne t'oublierai jamais, jamais. Tu es toute ma vie. J'espère que tu ne l'oublieras jamais. Frida. Maintenant, je vais vous lire une lettre et une dédicace à José Bartoli. C'est une lettre qui date de 1946, donc un énorme bond dans le temps. Bartoli, hier soir, j'ai senti comme des ailes me caresser tout entière, comme si au bout de tes doigts, tes bouches étaient en train d'embrasser ma peau. Les atomes de mon corps sont les tiens, et ils vibrent ensemble pour que nous nous aimions. Je veux vivre et être forte pour t'aimer avec toute la tendresse que tu mérites, pour t'offrir tout ce qu'il y a de bon en moi, et pour que tu sentes que tu n'es pas seule. De près ou de loin, je veux que tu te sentes accompagnée par moi, que tu vives intensément avec moi, mais sans que mon amour ne t'entrave dans ton travail ou dans tes projets. Faire intimement partie de ta vie, être toi. Je prendrai soin de toi sans jamais rien exiger. Je te laisserai vivre en liberté, car chacun de tes actes emportera mon approbation. Je t'aime comme tu es. Je suis amoureuse de ta voix, de tout ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu prévois. Je sens que j'ai toujours aimé depuis que tu es né, et même avant, depuis que tu as été conçu. J'ai même l'impression parfois que c'est toi qui m'as fait naître. Je voudrais que toutes les choses et que tous les gens prennent soin de toi, et t'aiment et soient fiers comme moi de t'avoir. Tu es si fin et si bon que tu ne mérites pas d'être blessé par la vie. Je pourrais t'écrire des heures et des heures durant. J'apprendrai des histoires pour te les raconter.
J'inventerai des nouveaux mots pour te dire que je t'aime comme personne. Mara. Et enfin, quelques mots, parce qu'il y a énormément de correspondances, et d'ailleurs nous allons lire une très longue lettre poème adressée à Diego Rivera, mais là juste 2 petits textes du 31 janvier 1948. Comme toujours, quand je m'éloigne de toi, j'emporte dans mes entrailles ton monde et ta vie, et de cela je ne peux me remettre. Ne sois pas triste, peins et vis, je t'adore de toute ma vie. Et le 23 février 1948, malheureusement je ne suis plus bonne à rien, et tout le monde a usurpé ma place dans cette chaîne de vie. Je t'aime tant que les mots ne suffisent pas. Alors voilà, ça c'est pour le côté de Frida amoureuse, et pour sa passion pour le Mexique, elle a envoyé énormément de lettres à son docteur, le docteur Leo Eloeser, une de 14 juin 1931, où elle écrit « Le Mexique n'a pas changé, c'est un désordre de tous les diables. Il ne lui reste que l'immense beauté de la terre et des Indiens. Chaque jour, les sales États-Unis lui en volent un petit bout. C'est bien triste. Mais les gens ont besoin de manger, alors c'est comme ça. Le grand poisson dévore le plus petit. Diego vous passe bien le bonjour et recevez toute l'affection que vous porte Frida. » Et elle écrit aussi, alors c'est étrange, parce que l'on a l'impression que c'était la même date, finalement, ça doit être un post-scriptum. Alors, malgré tout l'intérêt que je porte au développement industriel et mécanique des États-Unis, je trouve qu'il manque cruellement de sensibilité et de bon goût. Ils vivent comme dans un énorme poulailler, sale et désagréable. Leur maison ressemble à des fours à pain, et le confort dont ils nous rebattent les oreilles n'est qu'un mythe. Peut-être que je me trompe, je vous dis juste ce que j'ai sur le cœur. Et nous allons lire enfin un autre extrait d'un autre courrier adressé cette fois à Isabel Campos, qu'elle appelle Chabela, ma belle Chabela, du 16 novembre 1933. Moi, à Gringoland, je passe mon temps à arriver de mon retour au Mexique, mais à cause du travail de Diego, il a fallu rester ici. New York est très joli et je m'y sens bien mieux qu'à Détroit, mais le Mexique me manque. Cette fois-ci, nous y resterons presque 1 an. Ensuite, nous irons peut-être à Paris, mais pour l'heure, je ne veux pas penser à l'après. Hier, il a neigé pour la première fois, et il va bientôt faire un froid de canard sauvage, mais on n'a pas le choix. Il ne reste plus qu'à enfiler un caleçon en laine et à braver la neige. Je porte nos inénarrables jupons longs pour éviter d'être complètement transi, mais tu parles. Tout à coup, je sens un froid tellement glacial que 20 jupons ne pourraient y résister. Je n'ai pas changé, toujours aussi folle. Et j'ai pris l'habitude de porter ces vêtements ringards au possible. Il y a même quelques ricaines qui veulent m'imiter en s'habillant à la mexicaine. Mais les pauvres, on dirait des navets. Je te jure, c'est qu'elles sont moches. Ça ne veut pas dire qu'à moi, ça me va bien, mais disons qu'au moins ça passe. Voilà, vous voyez, une langue bien affûtée, très spontanée. Et enfin, alors c'est vrai que là, âme sensible aux surréalistes s'abstenir, parce qu'effectivement, ils s'en prennent pour leur grade, notamment André Breton. Alors, excusez-moi, voilà. Le seul surréaliste qui a grâce à ses yeux, c'est Marcel Duchamp, et sa femme d'ailleurs, qu'elle trouve beaucoup plus terre à terre, et voilà, qui est beaucoup plus sérieux en fait. Donc voilà, quand on connaît l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est assez amusant. Alors on y va. Sur cet extrait, je vous préviens, accrochez vos ceintures si vous aimez André Breton. Alors, bon, il y a quelques jours, une fois que tout était plus ou moins réglé, comme je te l'ai expliqué, j'ai appris par Breton que l'associé de Pierre Coll, un vieux bâtard et fils de pute, avait vu mes tableaux et considérait qu'il ne pourrait en exposer que 2 parce que les autres sont trop choquants pour le public. Alors j'aurais voulu tuer ce gars et le bouffer ensuite. Mais je suis tellement malade et fatiguée de toute cette affaire que j'ai décidé de tout envoyer au diable et de me tirer de ce foutu pari avant de perdre la boule. Mais tu n'as pas idée du genre de salauds que sont ces gens. Ils me donnent envie de vomir. Je ne peux plus supporter ces maudits intellectuels de mes deux. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Je préférais m'asseoir par terre pour vendre des tortillas au marché de Toluca plutôt que de devoir m'associer à ces putains d'artistes parisiens. Ils passent des heures à réchauffer leurs précieuses fesses aux tables des cafés, parlent sans discontinuer de la culture, de l'art, de la révolution, et ainsi de suite, en se prenant pour les dieux du monde, en rêvant de choses plus absurdes les unes que les autres et en infectant l'atmosphère avec des théories et encore des théories qui ne deviennent jamais réalité. Le lendemain matin, ils n'ont rien à manger à la maison, vu que pas un seul d'entre eux ne travaille. Ils vivent comme des parasites au crochet d'un tas de vieilles peaux pleines aux as qui admirent le génie de ces artistes de la merde
Mais rien que de la merde, voilà ce qu'ils sont. Je ne vous ai jamais vu, ni Diego ni toi, gaspiller votre temps en commérages idiots et en discussions intellectuelles. Voilà pourquoi vous êtes des hommes, des vrais et pas des artistes à la noix. Bordel, ça valait le coup de venir, hein. Rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir sur pied et pourquoi ces gens, ces bons à rien, sont la cause de tous les Hitler et Mussolini. Je te parie que je vais haïr cet endroit et ses habitants pendant le restant de mes jours. Il y a quelque chose de tellement faux et irréel chez eux que ça me rend dingue. Voilà, j'avais prévenu, hein. On en prend pour notre grade, hein, à Paris. Et donc ça, c'était une lettre adressée à Nicolas Murray, le 16 février 1939. Donc 1939, effectivement, la suite ne va pas être joyeuse pour la France et pour Paris. Alors maintenant, hein, que je vous ai présenté très rapidement quelques extraits choisis, hein, des correspondances de Frida Kahlo dans Frida Kahlo par Frida Kahlo, je vais procéder à la lecture de deux poèmes absolument magnifiques de Frida Kahlo, dont un qui est assez long, qui était en fait une lettre adressée à Diego Rivera en date du 12 septembre 1939. Alors on y va. Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin. Ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure, et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue et longue et longue, et semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite vers ton absence. Je te cherche, je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond vide. Ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact, ta peau. Où es-tu? Où es-tu? Je me tourne dans tous les sens, l'oreiller humide, ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre. Mon corps te voudrait. Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment s'oublier dans ta chaleur. Mon corps appelle quelques heures de sérénité. Ma nuit est un cœur en serpillière. Ma nuit, c'est que j'aimerais te regarder, chaque courbe de ton corps, reconnaître ton visage et le caresser. Ma nuit m'étouffe du manque de toi. Ma nuit palpite d'amour. Celui que je sais d'endiguer, mais qui palpite dans la ténombre, dans chacune de mes fibres. Ma nuit voudrait bien t'appeler, mais elle n'a pas de voix. Elle voudrait t'appeler pourtant et te trouver et se serrer contre toi un moment et oublier ce temps qui massacre. Mon corps ne peut pas comprendre. Il a autant besoin de toi que moi. Peut-être qu'après tout, lui et moi ne formons qu'un. Mon corps a besoin de toi. Souvent, tu m'as presque guéri. Ma nuit se creuse jusqu'à ne plus sentir la chair et le sentiment devient plus fort, plus aigu, dénué de la substance matérielle. Ma nuit me brûle d'amour. Il est 4h du matin. Ma nuit m'épuise. Elle sait bien que tu me manques, et toute son obscurité ne suffit pas pour cacher cette évidence. Cette évidence brille comme une lame dans le noir. Ma nuit voudrait avoir des ailes qui voleraient jusqu'à toi, t'envelopperaient dans ton sommeil et te ramèneraient à moi. Dans ton sommeil, tu me sentirais près de toi et tes bras m'enlaceraient sans que tu te réveilles. Ma nuit ne porte pas conseil. Ma nuit pense à toi, rêve éveillé. Ma nuit s'attriste et s'égare. Ma nuit accentue ma solitude, toutes mes solitudes. Son silence n'entend que mes voix intérieures. Ma nuit est longue, et longue, et longue. Ma nuit aurait peur que le jour n'apparaisse jamais plus, mais à la fois ma nuit craint son apparition, parce que le jour est un jour artificiel où chaque heure compte double, et sans toi n'est plus vraiment vécu. Ma nuit se demande si mon jour ne ressemble pas à ma nuit, ce qui expliquerait pourquoi je redoute le jour aussi. Ma nuit a envie de m'habiller, de me pousser dehors pour aller chercher mon homme, mais ma nuit sait que ce que l'on nomme folie de tout ordre, scène, désordre est interdit. Ma nuit se demande ce qui n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de faire corps avec elle, ça elle le sait. Mais elle s'offusque de voir une chair faire corps avec elle au fil de la désespérance. Une chair n'est pas faite pour épouser le néant. Ma nuit t'aime de toute sa profondeur et de ma profondeur, elle résonne aussi. Ma nuit se nourrit d'échos imaginaires, elle le peut, moi j'échoue. Ma nuit m'observe, son regard est lisse et se coule dans chaque chose. Ma nuit voudrait que tu sois là pour se couler en toi aussi avec tendresse. Ma nuit t'espère, mon corps t'attend. Ma nuit voudrait que tu reposes au creux de mon épaule et que je me repose au creux de la tienne.
Ma nuit voudrait être voyeur de ta jouissance et de la mienne, te voir et me voir trembler de plaisir. Ma nuit voudrait voir nos regards et avoir nos regards chargés de désir. Ma nuit voudrait tenir entre ses mains chaque spasme. Ma nuit se ferait douce. Ma nuit gémit en silence sa solitude au souvenir de toi. Ma nuit est longue et longue et longue. Elle perd la tête mais ne peut s'éloigner ton image de toi, ne peut engloutir mon désir. Elle se meurt de ne pas te savoir là et me tue. Ma nuit te cherche sans cesse. Mon corps ne parvient pas à concevoir que quelques rues ou une quelconque géographie nous sépare. Mon corps devient flou de douleur de ne pouvoir reconnaître au milieu de ma nuit tes silhouettes ou ton ombre. Mon corps voudrait t'embrasser dans ton sommeil. Mon corps voudrait être en pleine nuit, dormir et dans ces ténèbres être réveillé par ce que tu l'embrasserais. Ma nuit ne connaît pas de rêve plus beau que celui-là. Ma nuit hurle et déchire ses voiles. Ma nuit se cogne à son propre silence. Mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant. Et tes mots et ta couleur. Le jour va bientôt se lever. Alors, voilà, c'est une très très belle lettre qu'elle a adressée effectivement à Diego Rivera. Alors, sans doute parce qu'en fait, au tout départ, Diego et Frida vivaient ensemble dans la même demeure, alors pas dans la Maison Bleue au début, puis après ils ont tenté de vivre à quelques pâtés de maison dans des maisons séparées, ce qui permettait à Diego Rivera de recevoir de nombreuses invités. Et puis par la suite, ils ont emménagé dans la Maison Bleue. Enfin, voilà, dans le tumulte de leur relation, il y a eu quand même beaucoup de déménagements. Alors maintenant, je voudrais vous lire un poème qui s'appelle « Tu mérites un amour », mais dont la traduction, le poème est très joli en français, mais la traduction s'éloigne quand même quelque peu de l'espagnol. Donc, par exemple, tu mérites un amour décoiffant. Alors moi, j'imagine tout de suite qu'on fait du surf. Hein. L'amour, c'est l'amour qui décoiffe. Mais en espagnol, mereces un amor que te quiera despeinada. Ça veut dire, tu mérites un amour qui t'aime décoiffé. C'est-à-dire qui t'aime hein, sur n'importe quelle latitude, hein, dans n'importe quel état, dirons-nous. Donc c'est un peu différent. Donc je vais vous lire en tout cas en français, Tu mérites un amour, qui est une très très belle poésie, puis après en espagnol. Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. C'est quand même sublime, hein. En français aussi, à part l'amour décoiffant qui, moi, me gêne, mais sinon, c'est vraiment très, très bien traduit. Alors, je vais vous le lire, du coup, en espagnol. C'est quand même la vraie plume hein, de Frida Kahlo. Mereces un amor que te quiera despeinada, incluso con las razones que te levantas deprisa y con todos los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camino de tu mano, que sienta que tus abrazos son perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que te respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café et la poésie. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette présentation plus originale hein, d'un pinceau et non pas d'une plume, mais tout de même, hein, Frida Kahlo nous a laissé des poèmes absolument merveilleux hein, qui font d'elle une plume, pas à part entière, mais encore une plume à temps partiel, si on peut utiliser ce terme. Alors, pour aller plus loin, si vous aimez Frida Kahlo, moi je vous conseille évidemment la lecture de Frida Kahlo par Frida Kahlo dont nous avons déjà parlé, mais qui est un peu difficile à trouver. Mais sinon, et qui va en tout cas, avec la lecture d'un autre ouvrage qui s'appelle
Frida Kahlo, La beauté terrible par Gérard de Cortance, qui est très très bien documenté et qui va avec la lecture des lettres justement pour vous donner une meilleure compréhension de toutes celles-ci et qui permet, je pense que Gérard de Cortance connaît très bien le Mexique et donc il apporte vraiment toute sa culture et il fait des références aussi à d'autres auteurs mexicains qui sont vraiment très très intéressantes. Alors voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures et bien sûr de beaux moments de poésie et aussi d'apprécier évidemment les œuvres de Frida Kahlo et les œuvres en général. Alors à bientôt sur Conteuse de Plumes.